Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Notre invité et du jour m'a été présenté par Jérôme Guéguen. Alors Jérôme, si tu nous écoutes, et de toute façon tu es obligé de nous écouter, on te fait un gros bisou. J'espère que tu le feras tourner à toute la Kebab League. Si vous vous demandez d'ailleurs, chères auditrices, chers auditeurs, ce qu'est la Kebab League, je vous renvoie sur mon podcast Road to Hautilleux où j'ai eu la chance d'interviewer Jérôme Guéguen et Arnaud Delustrac qui sont aujourd'hui, ça y est, on peut le dire, champion du monde de swimrun. On s'est croisés à Hautilleux, on a eu la chance, nous, Fergus et moi, en arrivant dernier, d'être félicités par les premiers, donc par Jérôme et Arnaud. Ça, c'était juste pour la petite parenthèse, mais aujourd'hui, on va pas parler swimrun, on va juste parler swim avec Sarah Malège. Salut Sarah. Salut Armano. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Écoute, t'as raté ton entrée, parce que normalement, on avait dit en off que tu faisais service après-vente Sarah, bonjour. Pour ceux qui nous écoutent, c'est parce que j'ai un casque typique d'un SAV, donc d'où la blague, service après-vente Sarah, bonjour. Mais donc, ouais, écoute, super content de t'avoir aujourd'hui. On a mis un petit peu de temps pour caler tout ça depuis que Jérôme nous a mis en contact, mais entre nos agendas de ministres, ton défi dont on va parler, moi, l'Autilo de mon côté, etc., etc. Mais voilà, ça y est, c'est fait. On est le 1er octobre et on enregistre enfin cet épisode. Exactement, on a mis un peu de temps, mais merci encore pour l'invitation. Merci à Jérôme qui nous a mis en contact et très heureuse d'échanger avec toi et de participer à ce podcast Devenir triathlète. Écoute, j'ai aucun doute sur le fait que ça va super bien se passer, que ça va être un super bon moment. Jérôme m'a dit, tu devrais la contacter, elle est top, tu vas voir. Écoute, les quelques échanges qu'on a eus, je valide. Mais ce que je te propose, comme je fais avec tous mes invités, c'est peut-être déjà de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Sarah Malège ? Alors Sarah, c'est une jeune fille de 32 ans. D'un point de vue pro, donc je suis juriste de formation, juriste en droit pharmaceutique et médical. Je travaille pour le site d'Aix-Marseille parce que donc, j'habite à Marseille et je travaille principalement en protection des données de la recherche clinique. Un domaine assez particulier qui a pas grand chose à voir avec mes passions autour du sport, mais qui sont tout autant enrichissantes. Et du coup, je suis une passionnée de sport, de découverte de sport, et principalement de sport outdoor, je dirais. J'aime être dehors, j'aime être dans la nature. Et depuis mon plus jeune âge, parce que donc j'ai beau habiter à Marseille, j'ai grandi en fait en station de ski. En Savoie, toujours habituée finalement à être dehors, à faire beaucoup d'activités en extérieur, à être au contact de la nature et aujourd'hui ça se ressent dans ma pratique sportive puisque du coup je pratique l'eau libre des distances assez longues maintenant et je cours aussi un petit peu, je fais du vélo, je fais un peu de triathlon et on en parlera du coup avec des projets en triathlon par la suite. Voilà un petit peu. Je comprends que tu es une passionnée de sport outdoor, que tu en fais depuis que tu es toute petite, que tu as grandi en Savoie. Du coup, ça me fait rebondir un peu sur mais tu fais des infidélités à ta montagne ? Tu te retrouves sur la Côte d'Azur ? Oui, en fait, je suis partie pour faire mes études à Aix-en-Provence, mes études de droit, et je suis tombée amoureuse de la région. Et ensuite, en découvrant Marseille, les calanques, en vivant au bord de mer, j'avoue que je m'y suis bien plu et donc j'ai décidé de rester mais je remonte quand même dans ma station, je remonte de temps en temps en Savoie mais c'est vrai que la qualité de vie qu'on a ici à Marseille elle est quand même
avec quand même un niveau supérieur, je pense, pour avoir aussi fait un petit passage à Paris. On est plutôt bien à Marseille. Ouais, bah écoute, c'est pas moi qui te dirais le contraire. J'ai quitté le Luxembourg pour arriver sur non pas le sud-est, mais le sud-ouest. Bon, le climat est un peu plus sympa. Après, sur le reste, ça se discute, mais on en reparlera. Pour revenir à toi, par quel sport tu commences? J'imagine que tu commences par les sports d'hiver, en habitant en Savoie, à la montagne. Oui, ouais, donc foncièrement, oui, on commence tous par les sports d'hiver. J'ai envie de dire souvent, en fait, on est mis sur les skis dès lors qu'on sait marcher. Donc oui, tout de suite du ski, un peu de snow. Moi, j'ai fait aussi un peu de patinage artistique. Et puis en fait, je viens d'une famille où mes parents nous ont toujours, avec mes sœurs, j'ai 3 petites sœurs, mes parents nous ont toujours initiés à la pratique sportive, à la découverte de différents sports. Donc bien qu'on habitait en station, on a été initiés à une multitude de sports. J'ai fait du judo, j'ai fait du basket, j'ai fait également du tir à l'arc, du tennis, de l'escalade, ça a un peu moins bien marché. Et en fait, il s'est avéré que vers le collège, j'avais très envie de nager. Donc très étrange en habitant au ski. Pourquoi pas, hein. Le ski, j'adorais ça pour le plaisir, mais j'étais pas très douée au slalom, au géant. Et j'ai toujours eu un peu au fond de moi, tu vois, un esprit un peu compétitrice. Et donc je me suis dit, la natation, ça m'a toujours botté. J'adore nager. Mon papa est un ancien nageur. Et poloiste, donc il nous a très rapidement avec mes sœurs jeté à l'eau, et c'est vrai que c'est un élément où je me suis toujours sentie bien. L'été, dans ma station à Courchevel, je passais mes journées entières à la piscine à nager, j'adorais ça. Et donc il s'avère que arrivé au collège, je demande à m'inscrire en club de natation. Donc habitant en station, nous, là où c'est le plus proche en Valais, c'est au niveau d'Albertville, Albertville-Ugine, et donc je m'inscris en club de natation, et il s'avère que je me débrouille pas trop mal, que je suis, un poisson dans l'eau. Et donc au début, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine, et en fait, à force, je vois que je progresse, je commence à bien aimer les compétitions, donc je m'entraîne 3, 4 fois par semaine. Mes parents extraordinaires font les trajets pour m'emmener, parce que c'est quand même 45 minutes de route, aller plus retour. Ouais, non, faut imaginer. Sachant que j'ai 3 autres sœurs qui font elles aussi des sports. Donc c'était vraiment une implication incroyable. Je les remercie encore de nous avoir permis de nous exprimer sportivement chacune. Et donc je prends goût à la natation, et j'ai des pas trop mauvais résultats. J'ai un petit niveau national. J'adore le petit niveau national. On est beaucoup à en rêver, en fait, tu sais, d'un petit niveau comme ça. Après, je suis allée en national que sur le 50 dos, donc j'estime que c'est vraiment un petit niveau, quoi. Il y a que sur du sprint en dos où j'étais pas trop mauvaise, quoi. Et donc voilà, et en fait il arrive un moment où faut faire des choix, parce que soit très clairement il faut s'entraîner plus à un moment, parce que s'entraîner 3-4 fois par semaine, bien que pendant les vacances on soit souvent en stage, ça suffit pas en fait pour progresser. Donc l'idée c'est est-ce que je passe en pôle espoir ou pôle France, et là c'est pas la même, parce que du coup il faut que j'aille que je déménage, que j'aille à l'internat, faut que j'aille potentiellement à Chambéry ou à Lyon, donc encore plus loin de chez mes parents. Et il s'avère que finalement je saute pas le pas. Je décide que je veux pas y aller. Et pendant mes années de lycée, j'arrête totalement la natation. C'était en première. J'arrête totalement la natation. Je me consacre au ski pour le loisir. Je prends du temps avec mes amis. Je sors beaucoup. Habitant dans une station de ski où on fait pas mal la fête, j'en profite. Donc là, tu levais le coude, mais c'était pas pour la technique de nage, c'était plus pour la technique de gosier. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis voilà, je fais ma petite vie, on va dire, d'adolescente, tu vois. Donc voilà, je découvre ces plaisirs de 16, 17, jusqu'à 19 ans. Et je renage pas du tout, j'ai plus envie de nager. Donc voilà, les années passent, et ensuite je viens à Aix-en-Provence faire mes études de droit.
Et là, je décide de me réinscrire à titre de loisir en club de natation. Puis j'y reprends pas forcément goût. Compter les carreaux, ça me revient pas. Le chlore, les carreaux, j'en ai marre. Donc j'en fais un peu pour m'aérer, pour refaire du sport, mais sans plus. Et à côté de ça, je recommence à faire d'autres activités. Je m'inscris à la salle de sport, je me mets un peu à courir. Et c'est en fait par le biais de mon ex-beau-père de l'époque qui me dit mais écoute moi Sarah avec un groupe de copains on fait de la nage en eau libre, on nage en mer. Je fais ah ouais et tout. Écoute, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait des compétitions, des courses qu'on nageait en mer. Et du coup j'ai dit bah ouais je vais venir une fois avec vous. Et je me souviendrai toujours parce que la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que nager en piscine, quand vous êtes nageur de bassin et que vous arrivez en milieu naturel, c'est le jour et la nuit. L'orientation, j'étais perdue au niveau de l'orientation. J'arrivais pas à caler ma technique de nage. Je savais pas qu'il fallait lever la tête, donc j'étais désorientée totalement. Gérer aussi ce qui se passe dans l'eau, la température de l'eau. Commencer aussi au début, donc j'étais en maillot, mais ensuite passer à mettre la combi. Donc pour un nageur, les nageurs me contrediront pas, mais c'est pas forcément des plus agréables. On ressent pas des très bonnes sensations. Enfin, vraiment, je me suis dit, ah non, mais je suis nulle, en fait. Non, pas du tout, je vais pas aimer ce sport. Et en fait, je m'accroche un petit peu, et je me rends compte que, en fait, c'est plutôt agréable, quoi. C'est plutôt agréable de nager avec les poissons, c'est plutôt agréable de nager dans le cadre dans lequel je suis à Marseille, donc les week-ends quand je viens chez mes beaux-parents de l'époque. Dans les calanques, il y a pire, quoi. Je me rends compte que c'est vraiment un environnement qui m'apaise, qui me fait du bien. Et j'ai cette envie de me challenger, de m'améliorer. Donc aussi, je me dis, en fait, oui, je vais m'y tenir. Et puis, il s'avère qu'au fur et à mesure, je me suis sentie de mieux en mieux. J'ai appris à gérer ma technique de nage, à m'orienter. J'ai commencé petit à petit, du coup, aussi à m'inscrire à des courses parce que la compétitrice qui est en moi était toujours là, en sommeil, mais a été réactivée. Et donc du coup j'ai commencé à faire des courses dans le coin, j'ai commencé avec 2,5 km, puis ensuite la classique à Marseille du défi Monte Cristo, 5 km, donc pas mal de 5 km. Et à côté de ça, je courais aussi, je me suis mis beaucoup à courir aussi. Donc j'ai commencé à faire mon premier 10K, semi, marathon, etc. Et à côté de ça, ouais, je nageais. Jusqu'à quasiment nager tous les jours à partir du moment où j'habitais sur Marseille. Et premier challenge que je me suis lancé un peu plus loin, c'était d'abord de commencer à nager sans combinaison. J'en avais marre de mettre la combi, c'était trop pénible, ça m'embêtait. Ça va, t'étais à Marseille, hein, c'est pas comme Steve Le Fogg qui traverse la Manche sans combi, quoi. Et faut pas croire, l'hiver on peut avoir des 11-12 degrés quand même. Oh là là, donc, c'est froid. 12 degrés pendant une heure, je te défie Armano d'y aller. Je taquine, je suis normand, c'est pour ça. Moi, tu vois, j'ai connu la mer à Dieppe, donc forcément 10-11 c'est pas en hiver, c'est tout le temps. Tout le temps. Oui, du coup, pour moi, c'était vraiment un vrai challenge de nager toute l'année en maillot, parce que c'était pas juste se mettre à l'eau et faire 10 minutes, quoi. C'était de pouvoir nager 1000, 2000, peut-être un jour 3000 à ces températures. Et puis, sans déconner, plus, dans les calanques, en fait, l'eau est plus froide que quand on va sur la plage au bord de la mer. Oui, elle est plus froide. Oui. Après, tu vois, au quotidien, j'allais pas tous les jours je vais pas tous les jours dans les calanques nager, hein, mais donc je suis plus en ville, directement à la plage des Catalans ou des Prophètes qui sont pas très loin de chez moi. Mais en effet, par contre, quand je vais nager dans les calanques ou même quand tu vas à Cassis, l'eau est plus froide. Mais on n'est pas sur des 6-8 degrés. Non, ça c'est sûr que non. Et donc voilà, donc je me mets à nager en maillot et donc maintenant ça, je commence je te coupe un peu, mais pour avoir un peu pour situer. Ouais, pour situer, c'était à quelle époque? C'était quelle année? C'était, je dirais 2016, 2015-2016 à peu près. Ouais, donc t'étais toute jeune. Une dizaine d'années quand même. Ouais, j'avais 22-23 ans, ouais.
Voilà. Et du coup, ça m'a pris plusieurs années à m'acclimater au froid. C'est un vrai travail. Je me suis fait des petites frayeurs. Mais maintenant, je commence à bien connaître mon corps et du coup, je prends vraiment beaucoup de plaisir, tu vois, à nager je dirais pas en eau froide, parce que c'est pas de l'eau froide, mais à nager sans combinaison, dans toutes conditions en mer. Parce que voilà, aussi, maintenant, j'adore nager, peu importe les conditions météo. Tu vois, il peut y avoir Mistral, j'ai aucun souci à aller nager avec des vagues de 2 mètres, j'adore. Donc c'est vraiment, c'est mon exutoire si tu veux. J'ai vraiment trouvé dans la nage en eau libre et surtout en mer une manière de me sentir bien, de me sentir apaisée et de pouvoir m'exprimer pleinement. En plus, donc du coup, de la course à pied et du vélo qui viendra ensuite. Alors attends, on va peut-être juste voilà, faire une petite pause. Là, reste là-dessus, garde-le en tête. Mais comme tu parles de nage en eau mer, en eau libre, en eau mer, donc en eau libre, surtout en mer, par toutes les conditions. On peut faire un petit point sur les règles de sécurité, enfin en tout cas les recommandations de sécurité à avoir. Est-ce que tu nages seul? Si tu nages seul, tu nages dans quelles conditions? Avec quel matériel? Enfin voilà, tant qu'on y est, c'est le moment d'en parler. Ouais, totalement, parce qu'en effet, ça se fait pas comme ça. Faut être prudent. Donc, moi, je nage souvent seule, mais parce que maintenant j'ai quand même l'expérience. Mais au début, je nageais toujours en groupe. Donc, être au moins 2 personnes, c'est toujours mieux. Si vous nagez seul, toujours avoir une bouée. La bouée, ça sert en principe à être vu, notamment des bateaux. Mais je dirais principalement, ça permet, si vous avez un coup de mou, de vous sécuriser, de pas paniquer. On s'accroche à la bouée, on se met sur le dos, ça va bien se passer. Ça permet aussi de mettre un petit peu d'eau s'il y a besoin, on sait jamais. Ouais, parce que l'eau de mer, toujours avertir. Sur la Méditerranée, on la boit pas. Dans la Baltique, oui, mais en Méditerranée, on la boit pas. Ça permet ça permet aussi dans la bouée, donc de mettre un peu d'eau, de mettre éventuellement un ravito, une barre ou une connerie. Exactement. Oui, s'il y a besoin. Puis si on a vraiment besoin d'être rassuré, de glisser un téléphone portable, comme ça, on peut toujours soit contacter, soit être visible. On enclenche la localisation et puis si nos proches veulent nous suivre quand on va nager, exactement. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Et toujours avertir. Moi, je sais que quand je nage seule, surtout au début, j'avais avertir toujours quelqu'un que vous allez nager. Ok, je vais à telle plage. Je pars à telle heure, je compte nager de telle heure à telle heure. En sortant de l'eau, toujours un message à cette personne, votre conjoint, un ami ou quoi. Ça permet de sécuriser. Moi, je sais que mes amis, quand elles me voient partir, je leur dis j'en ai pour 1 heure. En fait, je dis que j'en ai pour 1 heure. Et si je compte nager plus, non, en fait, je leur ai dit 1 heure, donc je rentre, je fais demi-tour. Parce que sinon ça peut inquiéter les personnes derrière. Donc toujours aussi avertir quelqu'un, je dirais, et prévoir, notamment si vous nagez, si vous êtes frileux, ou si vous nagez longtemps, parce que mine de rien, Armano, tu sais que même l'eau à 20-22 degrés, si vous restez longtemps, vous pouvez avoir froid en sortant. Ouais, c'est clair. Moi, la consommation d'énergie, entre le fait qu'on s'acclimate un petit peu à la température et que du coup, on consomme, on nage, et mine de rien, la natation, c'est l'un des sports qui consomment le plus d'énergie, et donc oui, on peut avoir froid, on n'est pas à l'abri, on nage en pleine mer au soleil et puis d'un seul coup il y a un nuage, ou alors on passe derrière une ombre et là il commence à faire frais. Alors ça peut être que 0,5 degrés, mais en fait quand on est baigné dans l'eau depuis 1 heure, 0,5 degrés c'est énorme, quoi. Complètement. Et le froid, je dirais même que tu vois, quand tu le sens arriver dans l'eau, c'est qu'il est un peu même déjà trop tard. Tu vois, quand tu commences plus à sentir tes mains, tes pieds, que ta mâchoire est coincée, c'est qu'il va falloir se réchauffer derrière, vraiment pendant quelques longues minutes. Et donc, autre conseil, moi j'ai la chance maintenant au quotidien de nager au cercle des nageurs. Donc en fait, moi je sors de l'eau, j'ai des vestiaires, je suis au chaud, j'ai le sauna, etc. Mais quand j'ai commencé, j'étais sur la plage et toujours couverture de survie. Moi je prenais au cas où. Et elle m'a déjà servi. Donc couverture de survie, des affaires chaudes, même si c'est comme maintenant en octobre, des affaires chaudes, donc pull, bonnet, pour se réchauffer très rapidement. Une boisson chaude aussi, c'est comme ça qu'on se réchauffe le plus vite. Donc du bouillon ou un thé ou du café. Et rester en mouvement. Ça c'est avec un copain du triathlon qui m'a appris ça, c'est de bouger en fait lorsqu'on sort de l'eau. Donc on se mettait à faire avec Fabien, si tu passes par là, je te fais un bisou. On faisait des squats, la chaise, du gainage, parce qu'en fait, ça permet de
Ça permet de garder l'afflux au niveau sanguin, de faire marcher les muscles et vous vous réchauffez en fait comme ça. Donc n'hésitez pas juste après, vous essuyez, vous vous changez et vous bougez un peu. Voilà. Et là, normalement, ça devrait aller. Bon, merci pour ce petit encart, non pas publicitaire, mais sécuritaire. Je pense que c'est le moment adéquat pour en parler, s'il y en a qui veulent se mettre à la nage en eau libre, et que ce soit en mer ou en lac ou en rivière. Moi, je me suis vu faire des séances avec des copains au Luxembourg le 1er janvier dans une eau à 0 degré. Alors déjà, tu y vas jamais tout seul. Tu prends effectivement la bouée, tu prends la combi si tu veux nager en combi ou le maillot si tu veux y aller en maillot, mais tout ce que tu as donné comme tuyau, que ce soit dans l'eau froide ou même dans l'eau de mer chaude en plein été, prenez toujours quelque chose à manger, à boire, de quoi vous changer, de quoi vous réchauffer, parce qu'une fois qu'on a froid, c'est trop tard. C'est comme la soif, quand on est en train de courir ou sur le vélo, quand la soif arrive, c'est qu'il est trop tard. Exactement. Et vraiment, comme dans tous les sports un peu d'endurance, y aller vraiment progressivement. En fait, vous dites pas direct, je veux faire 30 minutes, 40 minutes dans de l'eau à 15 degrés. Non, on y va. Moi, j'ai commencé avec des 5 minutes. C'est ridicule, hein, mais c'est un peu comme quand on commence la course à pied et qu'on me dit t'alternes marche-course ou tu cours que 5 km. Non mais c'est frustrant, je comprends. Mais c'est comme ça qu'on acclimate le corps. Il vaut mieux y aller un peu tous les jours ou tous les 2 jours. On fait 5, 10, 15 minutes et ensuite on pourrait aller plus loin. Et même moi, alors que maintenant je pense que je me débrouille pas mal, tu vois, dans ces conditions, à chaque fois l'hiver, je refais une phase d'acclimatation. Là, je vais pas recommencer. Si l'eau elle tombe à 11, je vais pas faire 1 heure à 11 degrés. Tu vois, c'est important. Surtout qu'on n'est pas on est entre guillemets dans un milieu hostile. En course à pied, on part pour courir 1 heure, même la première fois. Finalement, au bout de 45 minutes, on est mort. On se met sur le bord de la route où on rentre à pied, quoi. Dans l'eau, quand t'es mort, que tu peux plus nager, et t'es mort littéralement. C'est pas juste une image. Bon, écoute, merci pour pour cette petite parenthèse. Donc, tu disais 2016, tu découvres tout ça, tu te mets à nager de plus en plus sans la combinaison et donc de plus en plus en maillot, quelles que soient les conditions. Et ensuite, je mets un peu l'eau libre de côté. Je me concentre plus sur la course à pied, sur le vélo. Je me mets aussi au vélo. Du coup, je me dis, je nage, je cours. Ça serait bête de pas passer au triathlon. N'est-ce pas? Donc je me mets petit à petit à faire du vélo et je mets un peu la natation de côté jusqu'à justement pouvoir m'inscrire et intégrer le cercle des nageurs où en fait on a un environnement, un cadre qui nous permet vraiment de nous entraîner qui est idéal parce qu'il faut savoir qu'avant ça voilà les piscines publiques à Marseille c'est pas forcément facile au niveau des horaires. C'est assez compliqué. En club, je m'y retrouvais pas forcément au sens où on faisait des entraînements pour de la compétition en bassin. Et moi, je voulais faire de l'eau libre et du long, donc ça me correspondait pas réellement. Et donc, je saute le pas après le Covid de m'inscrire au cercle. Et, attends, on fait une petite parenthèse, mais... Oui. Le cercle, il n'est pas ouvert à tout le monde. Comment on fait pour rentrer au cercle des nageurs de Marseille, qui est quand même un des clubs les plus réputés de France, si ce n'est d'Europe ou un peu plus loin, non? Ouais, il est reconnu en tout cas. Il est très très reconnu pour les élites en natation et pour les poloistes au niveau national comme européen et international d'ailleurs. Mais oui, il faut être parrainé. Par des membres déjà du cercle et ensuite c'est une cotisation donc des droits d'entrée plus une cotisation qui est assez c'est un coût, c'est assez onéreux donc en effet c'est pas accessible à tous mais moi j'y ai longtemps réfléchi et vu le nombre de fois où je vais nager et où je savais que ça allait être rentabilisé très clairement pour te dire j'y vais tous les jours quoi. Il n'y a pas un jour, je pense que je nage 6 jours sur 7 quasiment, donc l'abonnement a été largement rentabilisé. Puis c'est aussi un lieu de vie, donc oui, c'est pas que une piscine ou que un club d'entraînement. Il y a la salle de sport, c'est un lieu où moi typiquement où je pouvais un peu télétravailler, c'est un lieu de vie vraiment où on rencontre des personnes, où on se pose aussi l'été pour bouquiner et prendre le soleil, donc ouais, c'est un bel endroit, mais qui vraiment dans mon idée était destiné à ma pratique du sport, quoi. Ah, dommage. Et donc, on est venu fêter notre anniversaire de mariage avec mon épouse à Marseille. On a un peu galéré. Si j'avais su, je t'aurais appelé. Bon, on se connaissait pas encore à l'époque, mais je t'aurais appelé. Tu m'aurais fait rentrer au CNM.
Du coup, Jérôme, on se connaît aussi en partie parce qu'on nage tous les deux là-bas. Donc c'est aussi pour ça. Mais oui, la prochaine fois, quand tu redescends, avec plaisir, on organisera ça pour que tu découvres le lieu avec grand, grand plaisir. Ça marche. Bon, je te laisse continuer. Donc du coup, t'intègres le cercle. Et donc, à partir du moment là où j'intègre le cercle, je me remets à nager un peu plus. Donc, je continue à courir, à faire du vélo, mais je me remets réellement à nager quasiment tous les jours. Faut bien rentabiliser le coup. Et je me souviens, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Je me dis, il me faut un défi. Il me faut un challenge. J'aime bien les challenges, j'aime bien me challenger, aller hors de ma zone de confort. Et je me dis, en fait, en eau libre, c'est bon, les 5K, j'en ai vu, j'en ai bouffé. Je pense que j'arrivais au bout, tu vois, de ce que je pouvais faire au sens performance, vitesse, en tout cas avec les moyens que j'y mettais. Et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais aller sur des plus grandes distances. Je voyais, tu vois, que t'avais l'eau libre qui se développait avec le 10K, le 25K, Axel Raymond, tout ça. Et je me dis, waouh, j'aimerais trop essayer de faire un 10K. Je sais pas si j'en suis capable, quoi. Et du coup, je fais mon premier 10K via le MC Swim Challenge. Donc c'était il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 5 ans à peu près, 2019-2020. Expérience incroyable. Donc c'est une course normalement qui relie donc Marseille à Cassis, et il y a un format 10 km ou 18 km et dont les fonds sont reversés à une association de lutte contre le cancer pour les enfants. Très belle cause, très beau projet marseillais, initié à Marseille par un papa marseillais dont sa fille est malade. Et bon, la course est incroyable, non pas par le parcours, puisque, comme tu l'as dit, milieu hostile qu'est la mer égale conditions qui peuvent être parfois compliquées, et donc souvent nécessiter soit d'annuler les courses, soit de revoir le parcours. Et donc en fait on a fini par devoir faire des boucles dans la baie de Cassis, donc beaucoup moins fun que de partir de Marseille et d'arriver à Cassis, tu vois. Mais le 10K a été fait, j'ai fait mes boucles et super expérience. Et j'ai dit, mais en fait, j'étais trop bien, quoi. J'avais le même rythme finalement que sur un 5K. Donc, comme me dirait un copain, j'ai qu'une seule vitesse en natation, tu vois. Je n'arrive pas. Mais je me suis éclatée. J'ai passé un super bon moment et je me suis dit, ok, c'est le premier, mais ça sera sûrement pas le dernier, quoi. Et ça se tourne en combien ton 10K, tu le tournes en combien pour ceux qui veulent se comparer un peu, se faire une idée? Je me souviens plus. Je peux vraiment pas te dire en combien je l'ai tourné. Je me souviens plus. J'ai aucune idée. Je pense que j'étais en 1,55, 2 minutes au 100 à peu près. C'est pas très rapide, hein. Je suis pas en 1,10 comme les pros, mais je me débrouille, quoi. Je me souviens, je crois que j'avais fait 5e à la course, 4 ou 5 j'avais fait. Donc c'est pas trop mauvais, mais c'est pas transcendant, quoi. Et je te retrouverai le temps. Je sais plus exactement combien j'avais mis d'heures. Et ensuite, je me dis, ok, trop bien, 10K. Et je fais, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai encore envie d'aller plus loin. Et donc il y a 3 ans, je cherche, parce que aussi c'est pas forcément facile de trouver des courses d'eau libre longue distance hors circuit championnat de France. Donc championnat de France, faut être qualifié, et j'avais pas les temps nécessaires. Et je trouve une course, la Salamandre, ça s'appelait, un 23 km dans les pays de dans la Loire, vers les châteaux de la Loire. Dans un petit village dont je saurais même plus te dire le nom tellement qu'il n'est pas connu, et je m'inscris à ce 23 km c'était il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Et là, gros challenge, parce que 10K, ok, là je passe plus du double, quoi. Et du coup, je fais une prépa. Avec une coach que je contacte à l'époque et qui est devenue par la suite mon amie. N'hésite pas à balancer des noms. On n'est pas. Voilà, tu l'as fait. Ouais. Vas-y, redis-le. Donc Anouche Cadreux qui fait de la swimrun, donc que tu dois connaître sûrement. Donc je la contacte via les réseaux sociaux, parce qu'on se suivait un peu avec les Strava, etc. Et je vois qu'elle est prof de natation et qu'elle coach, et donc je me dis, cette prépa je peux pas la faire toute seule, je me sens pas les compétences, et j'avais besoin de déléguer ça, et donc elle est d'accord de m'accompagner là-dedans.
Et ensuite, au final, on se lie d'amitié et il s'avère donc que cette prépa se passe assez bien. Mais après coup, je me rends compte qu'elle était assez courte. Tu vois, je me suis préparée pour le 23 km en 6 semaines. Ouais. Bon, après, pour les auditeurs, pour tout le monde qui nous écoute, faut savoir qu'à l'année, je nage quotidiennement. Hein. C'est pas, je nage plus du tout et d'un coup, je me dis, je fais 6 semaines en bornant 20 bornes semaine. Pas du tout. Hein. J'avais une moyenne entre, je dirais 6 et 10 km semaine. Tu vois, ça, c'est ma moyenne à peu près. Ce qui n'est pas énorme finalement, parce que tu prends des triathlètes ou même certains nageurs, mais en particulier les triathlètes qui sont quand même assez bornés et qui passent par la case borne. Moi, je me souviens, quand je préparais l'Ironman, je nageais 3 fois par semaine et je faisais des séances de 5 à 6. Quoi. Donc, on faisait déjà 15 bornes juste en 3 séances. Si toi, tu nages tous les jours, finalement, 6-7 bornes par semaine, c'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme. Non, parce que, tu vois, dans le quotidien, si je suis pas en prépa spécifique, c'est plus, je vais nager parce que ça me fait du bien. Mais je vais pas forcément me mettre des séances, tu vois, de 4 km, 5 km. Là, par exemple, je vais sûrement y aller à midi, je vais aller nager en mer. Si j'ai envie de faire que 1000 mètres, je vais faire que 1000 mètres, tu vois. Mais par contre, je vais y aller quasi tous les jours parce que j'en ai besoin. Et par contre, quand je suis en prépa, là, j'ai des entraînements structurés. Et donc là, ça borne aussi en piscine, etc. Pour vraiment préparer la course. Et donc, c'est ce qui se fait pour le 23 km. Qui se passe bien parce que je réussis cette course, j'ai réussi à la finir. Pareil, j'ai une moyenne de 2 minutes au 100. Les temps, tu vois, je me souviens même pas tellement que pour moi c'était l'objectif de finir. C'était même pas, peu importe le temps que je mettais, je voulais juste réussir à finir parce que c'était tellement incroyable pour moi de me dire de faire plus de 20 km dans l'eau sans s'arrêter en maillot, parce que oui, à chaque fois je l'ai fait en maillot, quoi. Et en fait, c'est une course qui est incroyable, mais qui est très dure physiquement et mentalement. Au bout du 15e kilomètre, j'ai des douleurs dans le dos, j'ai des douleurs dans la mâchoire. Ça, on n'y pense pas, mais en fait, en tournant la tête tout le temps, genre, c'est une horreur. Ouais, parce que pour ceux qui visualisent pas ou qui n'ont pas eu l'expérience de nager beaucoup ou très régulièrement, en fait, à chaque fois qu'on respire, on déboîte un peu la mâchoire. Et au bout d'un moment, surtout quand on a la tendance à respirer plutôt d'un côté que de l'autre, ça peut faire super mal. Surtout sur 10, 15, 20 bornes, ça va être quelque chose d'horrible. Moi, je m'en rendais pas compte, hein, tu vois, parce qu'à l'entraînement, on s'en rend pas compte. Et en fait, là, en compétition, mais de nager autant, ah ouais, j'ai compris. Surtout que, je sais pas toi, mais moi, j'ai une préférence pour un côté à chaque fois, c'est-à-dire que je respire plus d'un côté que de l'autre, surtout quand en eau libre. Alors je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi je nage pas les mêmes temps qu'en bassin. En bassin je nage en 3 ou 4 temps et en eau libre je nage en 2 temps. Tu vois, je peux pas nager en 3 temps ou en 4 temps en eau libre, c'est impossible. Donc souvent je privilégie de respirer à gauche par exemple. J'essaye de respirer à droite mais je respire beaucoup plus à gauche. Donc du coup, mâchoire bloquée. Tout le côté gauche irradié. Elle sort de là, elle a une hémiplégie. C'est ça. Donc ouais, vraiment une douleur physique. Quand j'ai fait mon premier marathon, je me suis dit, ok, c'est la plus grosse douleur que j'ai jamais eue physiquement. Et ensuite j'ai fait, ah non, mais en fait, la douleur du mur du 30e, mais c'est rien du tout à côté de la douleur que j'ai eue à partir du 15e sur mon 23 bornes en eau libre, quoi. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Vraiment, je peux même pas te décrire la douleur tellement que c'était horrible. C'était horrible. Et je pense que c'était aussi dû au fait que je ne m'étais pas assez préparée. Il aurait fallu plus de semaines, plus de renfo aussi, tu vois. Parce que, mine de rien, je l'ai bien senti dans mon dos. Le renfo était vraiment important et je pense que je l'ai négligé à ce moment-là. Bien que j'en fais, c'est inclus dans ma routine. Mais là, j'en faisais moins et je l'ai senti. Mais j'ai fini. Sortie de l'eau aussi. Comment on finit comme ça quand aux 3/4 t'es en PLS? Comment tu fais pour finir? La tête, hein. Ça se passe là-dedans. Hein. Tu repenses à tout ce que t'as mis en œuvre pendant toutes ces semaines, tous les sacrifices que t'as pu faire, tous les aménagements dans ton emploi du temps,
tout ce que tu as mis de côté, le fait de moins voir tes amis, de faire de plus en plus attention à ton alimentation, tout ce que tu as mis en place en fait dans ton quotidien et tous les gens que ça a mobilisé. Moi, c'est aussi ça souvent, c'est que je me dis mais en fait, j'ai ma coach qui a cru en moi, qui s'est donné pour moi. Il y a des gens aussi, parce que rien que sur la course aussi, tu sais, en fait, tu as une aide, on te donne les ravitaillements à la perche. Et moi, je suis arrivée sur cette course solo. Je suis très meuf solo à partir faire des courses solo, tu vois. Et je savais pas qu'il fallait venir avec un staff. Donc en fait, moi, j'avais prévu mes ravitaux. Je connaissais pas du tout les règles de la FFN au niveau de l'eau libre. Et donc moi, j'avais prévu de mettre mes ravitaux sur le ponton et de les choper, tu vois. Et on m'a dit non mais Sarah, c'est disqualificatif. Tu ne peux pas toucher le ponton, c'est interdit. Tu peux pas faire ça. J'ai dit, ah d'accord, ok, bon bah je sais pas comment je vais faire. Et au final, il y a un couple qui accompagnait leur fille, qui m'ont fait tous mes ravitaillements, qui m'ont encouragée. Et tu vois, pour te dire, leur fille Clémence, elle était nageuse, elle est nageuse de haut niveau toujours. Et donc elle a fini, elle m'a mis 1h30 dans la face, tu vois. Et ils sont restés pour me faire les ravitaillements, pour m'encourager. Donc même ça, tu vois, en fait, toi, t'as envie de craquer, mais tu dis, mais attends, il y a des gens que je connaissais pas il y a 3 heures, ils sont là à te donner la perche, à te donner les ravitaillements, à t'encourager. Mais tu peux pas abandonner. C'est pas possible, en fait. Pour tous ces gens autour de toi, tous les gens qui croient en toi, tout ce que t'as donné pour ta personne, t'es obligé de croire aussi en toi et de surpasser la douleur physique. Et du coup, on y arrive. Honnêtement, le cerveau est bien plus fort que... Le mental est bien au-dessus des capacités physiques. C'est beau à entendre. Bon, moi, ça me fout des frissons, ça me rappelle aussi des choses, mais ouais, je suis tellement d'accord avec toi. À partir du moment où on arrive à débloquer la force mentale qu'on peut avoir, le corps y suit, quoi. Et il faut pas s'attendre au contraire. Il faut pas s'attendre que ce soit le cerveau qui suive le corps. C'est le corps qui doit suivre le cerveau. Complètement. Et c'est en repoussant, tu vois, je trouve nos limites, moi typiquement dans ce type d'effort-là, que j'arrive aussi à repousser mes limites mentales, tu vois. Quand j'ai fait mon premier 10 km, jamais j'aurais cru pouvoir physiquement tenir. Je l'ai fait. Les 23, pareil, en fait, je pensais pas y arriver. Et même le jour J, je me suis dit, ouais, est-ce que je vais pas abandonner? Non, en fait, j'ai réussi. Et ça te permet de voir qu'en fait, mais tu peux toujours aller plus loin. Après, bien sûr, à un moment donné, il faut être raisonnable et bien structurer les choses. Et tu vois, pour parler sûrement de la suite et de ce que j'ai fait il y a quelques semaines et ce que j'aimerais faire par la suite au terme de mes challenges défis, c'est toujours d'aller plus loin dans la connaissance et de mon corps et repousser les limites de mon corps, mais aussi de mon esprit, mais en prenant en compte finalement toutes mes expériences antérieures, tu vois. Je vais pas me lancer sur un défi de la même façon que si j'étais novice aujourd'hui. Donc je vais structurer tu vois, je te disais là, sur les 23, 6 semaines c'était trop juste. Bon là tu vois, typiquement pour le défi que j'ai fait en septembre, je m'y suis pas pris de la même manière, tu vois. J'ai appris de mes erreurs. Et ça te permet d'aller toujours plus loin, encore plus. Et du coup, donc sur ce 23, il y avait une question qui me brûlait les lèvres, mais finalement qui s'applique pas. C'est-à-dire que tu étais dans la Loire, donc t'étais pas en mer, donc il y avait pas cette histoire du sel. Il y avait d'autres inconvénients, j'imagine, mais en tout cas, c'était 23 bornes en eau libre, douce. Oui, en eau douce. C'était pas dans la Loire, c'était dans un lac, mais oui, c'était de l'eau douce. Alors t'as pas la contrainte du sel, mais pour le coup, t'as moins de portance. Donc l'effort c'est dur quand même. Honnêtement, c'est pas les mêmes contraintes en fait dans les deux eaux, mais il faut avoir connaissance des contraintes de chacune, parce qu'honnêtement, moi nager sans combi du coup avec moins de portance, musculairement c'est plus difficile, tu vois. T'as les jambes, t'as beau... moi, j'ai pas mal de glisse. J'ai pas énormément de force, mais j'ai pas mal de glisse. Les 23 bornes, j'ai fini, j'étais à la verticale, quoi, tu vois. Et après ce 23 bornes, mais tout de suite après, c'est-à-dire tu passes la ligne, tu l'as fini. J'imagine que tu remercies les parents de Camille, c'est ça ? De Clémence. Clémence, pardon. Et après, il se passe quoi ? Est-ce que tout de suite tu te dis, j'en ai chié, c'était dur, mais c'était bon, il faut que je recommence, ou il faut que je fasse plus, ou autrement, ou autre, ou t'as une phase de latence où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et plus jamais de ma vie.
Alors, je t'avoue que ni l'un ni l'autre, parce que je suis un peu fast life et en fait, j'avais prévu mon train, genre peut-être quand je suis sortie de l'eau, j'avais mon train 1 heure après pour repartir à Paris et je bossais à Paris le lendemain. Donc en fait, j'étais pas du tout sur mes sensations. J'étais juste, faut vite que je m'habille, que j'aille choper mon train. Et on verra après. Et en fait, c'est plus le lendemain où je me suis rendu compte, où j'ai réalisé un peu ce que j'ai fait. Tu vois, je me suis dit, ouais, j'ai réussi, quoi. Je l'ai fait. Et non, j'avais pas cette sensation de plus jamais, malgré la douleur. Tu vois, parce que l'avantage, je pense, de la natation et de l'eau libre, et c'est ce que je dis souvent, c'est que sur le coup, tu peux avoir mal. Vraiment, physiquement, ça peut faire mal. Mais je trouve que tu récupères très vite. En fait, tu vois, j'ai pas eu de courbature derrière. J'avais mon bassin qu'il fallait remettre. J'avais ma mâchoire qui était bloquée. Mais le soir même et le lendemain, je pouvais courir, je peux marcher. Pas de courbature du tout, tu vois. Ça change du marathon, ou quand c'est ton premier marathon et que t'es pas prêt pour ça, au-delà du mur du 30, pendant 15 jours, tu marches pas, tu t'assieds pas, tu montes pas les marches. Ouais. Là, la natation, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Alors après, par contre, je dis pas que dès le lendemain, il faut repartir faire un footing de 15 bornes ou nager 5 km, tu vois. Le corps a quand même besoin de se reposer. Mais c'est beaucoup moins traumatisant musculairement et pour les articulations aussi. Hein, on a un sport porté, donc tu t'en remets physiquement beaucoup plus vite. Après, c'est peut-être plus le nerveux, tu vois, je te dirais, qui prend un coup. Parce que pareil, nager en eau libre, ça demande d'être très attentif tout le temps. Tu vois, tu peux pas vraiment... Et encore qu'en lac, moins qu'en mer. Mais tu lâches pas totalement le cerveau. T'es toujours un peu alerte. Tu es obligé de t'orienter, de capter l'environnement. Donc, moi, je dirais que c'est surtout la fatigue nerveuse que j'ai ressentie après les 23 km où il fallait pas trop me parler. Fallait pas que j'ai des dossiers trop complexes au bureau, tu vois. Et à partir de quel moment tu te relances dans quelque chose d'autre ? Ensuite je fais par cycle, donc ensuite je me souviens que j'ai laissé passer l'été et que rapidement je me suis relancée dans un cycle pour une prépa marathon, tu vois, en course à pied, quoi. En fait, j'alternais un peu par cycle. Je faisais de la course à pied, donc semi-marathon, de l'eau libre en essayant d'avoir de plus en plus de longues distances, et je continuais à faire du vélo, mais je m'étais pas encore inscrite, tu vois, à des triathlons parce que j'étais pas forcément encore trop à l'aise sur le vélo. Et c'est que l'année dernière où j'ai fait mes premiers triathlons et où j'ai adoré. Et en fait, ce qui se passe, donc donc je renchaîne avec une prépa marathon donc je fais mon défi des 23 km. C'était en juillet. Donc 2021, si je dis pas de bêtises, mais c'était en juillet, et je sais qu'ensuite j'enchaîne pour une prépa marathon que je vais faire, donc je faisais Séville en février du coup de l'année suivante. Donc tu vois, mine de rien, ça s'enchaîne quand même, parce que pareil, prépa marathon à pied, ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je sais que j'enchaînais comme ça, qu'après Séville, j'ai fait beaucoup de sport plaisir, donc pas mal de vélo et tout, et moins de compètes, des semis, des trails, des courses en eau libre, mais comme ça. Et ensuite je repars sur une prépa l'année dernière marathon où je fais Valence, donc où je cours beaucoup, je cours beaucoup l'année dernière. 2023-2024, je cours beaucoup. Et je me dis, là, ça fait 2 ans, donc cette année, je me dis, ça fait 2 ans que j'ai fait les 23 km, et qu'est-ce que je vais faire en eau libre? Il faut que je me lance un nouveau défi en eau libre, quoi. Et tu vois, je commence à regarder un peu les courses d'ultra, quoi, carrément. Je me dis, c'est bon, j'ai fait 23, je pourrais refaire 23-25, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la démarche, et surtout, en commençant un peu à voir que j'apprécie les 3 sports du triathlon, je me dis, vu que dans un coin de ma tête, en tant que nageuse d'eau libre, si un jour c'est possible, j'aimerais bien faire la Manche. Je me dis, mais en fait, quitte à faire, pourquoi pas faire l'enduroman, quoi? Pourquoi pas essayer donc de faire le triathlon qui rallie Londres à Paris? Et l'idée me trotte, et je me dis, oui, bon, c'est bien, mais avant de faire ça, faut peut-être se donner les moyens et se prouver des choses, notamment en eau libre. Et du coup, je décide là, cet hiver, en décembre, je dis, ok, c'est bon, j'ai décidé,
Je sais pas pourquoi, hein, mais je dis, je vais faire un 42 km. Ah non, avant ça, pardon. Excuse-moi. Avant ça, je me dis que je vais faire la traversée du lac Léman, 70 km. Facile. Gros défi. Gros défi. Et en fait, je regarde pour m'inscrire et je vois le prix de l'inscription. Et je me dis, bah non, en fait, je vais pas faire les 70 km. Vas-y, balance. Ça coûte combien? Ça coûte 7 ou 8 000 euros. Pouh. Voilà. Je sais que je regarde aussi d'autres trucs, d'autres courses un peu dans le même délire et où on est sur les mêmes prix en fait. Ça coûte très cher. Et puis j'ai pas l'argent et pas l'envie de mettre cet argent pour ça. Et en fait je me dis voilà, bah non mais en fait Sarah, t'habites à Marseille, t'as la mer à côté, pourquoi tu fais pas un truc toi quoi? Du coup je me dis bon bah allez, pourquoi on ferait pas un 42 km symbolique, tu vois, le vrai marathon finalement, quoi. Parce que le marathon en eau libre, nous on dit que c'est le 10 km, si je dis pas de bêtises, mais parce on calcule en termes de temps, tu vois, l'équivalent. Donc le 10K en mer, le 10K en eau libre, c'est déjà du marathon normalement en termes d'effort. Mais moi je me dis, mais non, mais je veux vraiment faire la distance marathon en eau libre, quoi. Et du coup, bah, l'idée vient et je me dis, bah, parfait, je commence à me tracer mon petit parcours et tout. Le projet initial, donc, c'était de partir vers les îles du Frioul, de tirer vers le début des Calanques et de revenir par la côte. Donc, j'avais mon petit tracé. Je me rends compte d'un point de vue logistique, donc il faut que j'ai des bateaux, tu vois, parce que bah je peux pas partir comme ça sans bateau. Donc je commence à parler à des copains, etc., qui me disent ouais, ok, on peut faire ça. Après le projet, je me dis que ça serait bien pour me faire un petit peu connaître aussi et pour nager aussi pour une cause. Pas nager que pour ma personne, de nager pour une asso. Donc toutes ces choses viennent en tête, d'essayer de me faire un peu connaître sur les réseaux. Et comme ça derrière, bah peut-être je commencerai peut-être à avoir un peu de visibilité pour le projet, le gros projet derrière de l'enduroman, tu vois. Parce que pareil, l'enduroman ça coûte très très cher. Non, mais non. On en a reçu quelques-uns des enduroman et des enduroman femmes, Marine Leleu, Thomas Austré et d'autres. Et ouais, ça coûte un peu cher. Cyril Blanchard aussi. Cyril, si tu m'écoutes, on te fait des bisous. Ouais, ça coûte un peu cher. On n'est pas loin de 50 000 balles quand même. Au total, tout ce que ça coûte au total, mais juste l'inscription en elle-même, l'inscription avec aussi le fait que tu dois payer le bateau, etc., c'est environ 10 000 euros. Mais donc oui, ensuite tout ce qu'il y a pas que l'inscription au final, hein, mais donc oui, c'est un sacré budget. Mais donc souvent le fait que la plupart des personnes qui l'ont fait, l'enduroman, sont accompagnées par des sponsors en fait, et qui les aident pour ces financements. Mais bon, pour trouver des sponsors, faut quand même que tu vois, faut se faire connaître avec un CV. En fait, on va pas venir me sponsoriser. Moi, Sarah, coucou, nageuse en maillot l'hiver à Marseille. Tu vois, enfin, ça marche pas comme ça. Donc je me dis, bah voilà, je vais essayer de faire les 42 km. Ça me fera déjà la petite ligne sur le CV sportif, tu vois, et ça me fera mon défi de l'année en eau libre. Et gros défi, très gros défi personnel, parce que tu vois, pour le coup, autant les 23 km, je savais qu'en m'entraînant ça allait passer. Très honnêtement, j'avais pas trop de doute sur le fait de finir. Je savais pas dans quelles conditions j'allais finir, mais dans quel état j'allais finir, mais je savais que je pouvais le finir. Là, 42 bornes, très honnêtement, je t'avoue, Hermano, que je me suis dit, je sais pas si je vais y arriver. Et ça m'a d'autant plus donné envie de le faire, tu vois. De me dire, ok, je vais vraiment dépasser les limites et voir jusqu'où je peux aller physiquement et mentalement, quoi. Et d'avoir un défi que t'es pas sûr d'arriver à atteindre, je trouvais ça ultra challengeant. Donc je me dis, allez go, je commence à en parler à tout le monde. Donc après, quand on parle à tout le monde, bah c'est parti, hein, tu peux plus faire marche arrière. C'est ça. Et il s'avère qu'en fait, en pratique, hein, je vais être très très honnête, j'ai absolument pas mis en place les moyens de communication, de relais. J'avais une asso en tête, je l'ai pas contactée. J'ai pas fait des posts sur Instagram. J'ai pas fait toute cette partie de mise en avant du projet finalement.
parce que très honnêtement, en fait, ça me prenait trop de place mentalement. 1, t'as un job. 2, tu t'entraînes. 3, t'as beau avoir toutes les bonnes envies et les bonnes intentions du monde, bah, on vit dans un monde qui va quand même à 2000 à l'heure, quoi. Comme je te comprends. Mon défi Agrippa était pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu communiquer, mais ouais, c'est aussi un point qu'il faut parfois prendre en compte quand on veut se lancer dans des défis comme ça et qu'on n'est pas des aventuriers professionnels. On parlait rapidement de Thomas Austré tout à l'heure, qui est enduroman et qui vient de finir un beau défi, un beau challenge l'Apex, aussi. Mais on n'est pas dans les mêmes conditions, dans le même monde, et on n'a pas les mêmes moyens non plus. Donc, faut pas l'oublier, quoi. Donc, ouais, t'as pas fait ce qu'il fallait faire, enfin, ce que tu aurais voulu faire, mais malgré tout. Ouais, non, mais je complète ce que tu dis parce qu'en fait, tu vois, il y a quelques années, j'avais fait un défi où je te l'explique rapidement, mais j'avais voulu faire un marathon. J'adore faire des marathons. De toutes les disciplines, j'avais fait un marathon au rameur. Okay. Tu sais, le vrai rameur, alors la machine à la salle de sport. J'avais fait un marathon au rameur avec un copain pour récolter des fonds pour une association qui était la Fondation des femmes. Et j'avais organisé, du coup, j'avais un petit peu communiqué dessus. J'étais dans une box de CrossFit qui avait pu communiquer dessus. Et j'avais fait en sorte qu'on fasse le défi aussi de manière virtuelle, c'est-à-dire que les gens pouvaient prendre leur dossard et faire un don. Donc le dossard était prix libre et tous les fonds allaient à l'association. Et pendant une période de 48 heures, on devait faire soit 42 en relais, tout seul, voilà, à 2, à 3, à 4, etc. Et nous, avec mon pote de l'époque, on faisait chacun, si on était tous les deux à côté, on faisait les 42, tu vois. Et donc j'avais déjà une mini expérience, tu vois, du contact avec les assos, de la communication sur les réseaux. Mais à ma toute petite échelle, tu vois, j'avais monté le projet, je me souviens, en 2-3 mois, quoi. Et déjà, à l'époque, je m'étais rendu compte du taf que c'était. Et encore, j'étais bien entourée, tu vois, parce que j'ai mes sœurs qui sont graphistes, donc qui m'avaient aidée. J'avais quand même du monde qui avait structuré ça avec moi, dans ma famille et dans mon entourage. Mais je voyais déjà un peu le taf que c'était et que j'aurais dû me prendre peut-être 6 mois à l'avance. Et en fait, là, je me suis retrouvée avec les 42 et je me suis dit, mais Sarah, t'as pas appris du passé, quoi. Qu'est-ce que tu fais à te lancer là-dedans et à vouloir mettre ça en place toute seule? C'est pas possible, en fait. T'arriveras pas sur cet aspect vraiment, comme j'appellerais ça, et recherche d'aide, que ce soit sponsor, financier, visibilité, on va dire. Surtout qu'en fait, à côté de ça, comme tu dis, j'ai un travail, je m'entraîne, que là, très clairement, l'entraînement pour 42 km, c'est vraiment pas rigolo. Ah, moi, c'est pas 6-7 km par semaine, non? Alors là, on est allé progressivement, mais ouais, j'étais sur une moyenne de 30 bornes quasiment par semaine, tu vois. Je faisais des bicots 3 fois par semaine. Sachant que, vu que l'idée était de nager en mer, il faut beaucoup nager. Il faut nager en piscine, certes, mais il faut nager en mer aussi. L'idée était de nager en maillot, donc il faut aussi prendre en considération que tu vas nager longtemps dans l'eau salée, pour en revenir à la différence eau douce, eau salée. Qui dit eau salée dit frottement. Moi, t'as tout le temps des brûlures de partout, t'as le soleil, t'as l'eau salée qui te fait gonfler, donc comment ton corps il va réagir, comment tu vas t'hydrater, parce qu'il faut encore plus s'hydrater qu'en eau douce, comment tu vas t'alimenter, t'as tout cet aspect en fait, en plus de gérer tes entraînements, ton taf, ta vie perso, en fait, tu dois aussi avoir l'aspect logistique, tu vois. Comment tu vas te ravitailler, qui va te ravitailler, combien de grammes de glucides par heure, combien d'eau, comment je peux ingérer ci, ça, comment je gère les méduses, s'il y a des méduses, comment je gère les courants, s'il y a des courants, comment je gère s'il y a un problème, qu'est-ce que je dis aux personnes qui m'accompagnent, est-ce qu'on contacte les autorités maritimes, terrestres, enfin, tu sais, il y a plein de choses à penser, où en fait j'avais le cerveau en feu, mais en feu. C'était la folie. Et donc, en effet, je suis pas allée au bout de mon idée, au sens où j'ai pas pu développer le projet associatif et la communication de mon projet. Mais au final, je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même je m'entraîne, je vais quand même faire ce que je veux faire. Et je t'avoue qu'en fait, ça a été assez compliqué sur la fin, parce que arrivé fin août, je voulais faire mon projet donc en septembre.
pour m'entraîner l'été. Et arrivé fin août, je me rends compte encore d'une autre contrainte qui est tout simplement, comme tu dis, que l'eau libre, c'est un élément naturel hostile et qu'en fait, je suis tributaire des conditions météo et qu'en fait, j'ai pas de fenêtre météo pour y aller parce que la mer, quand ça bouge, ça bouge. La mer, s'il y a des bancs de méduses, il y a des bancs de méduses. Et faire 42 km là-dedans, c'est compliqué. Donc déjà, je suis là, bon, ok, compliqué, pas de fenêtre météo. Je me rends compte que 42 km aussi, à l'allure à laquelle je comptais nager, donc 2 minutes au 100 mètres, ça me fait terminer, faire quasiment 3 heures de nuit. Je me suis jamais entraînée à nager de nuit. J'ai pas les dispositifs de sécurité. En fait, je suis là, mais Sarah, mais pas du tout en fait. Donc tu vois, c'était très flippant et j'ai été très frustrée, très triste à certains moments de ma prépa parce que vraiment la désillusion. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, mais heureusement que tu as eu tout ça qui sont arrivés parce qu'en fait, c'est en le pratiquant, c'est en ayant fait ce projet que tu t'es rendu compte de toutes ces difficultés en fait à surmonter. Et il a fallu trouver des plans B, des plans C, des plans D, jusqu'au plan Z, qui a été le plan final que j'ai réalisé en début septembre, où en fait je me suis dit, non, 42 km, c'est pas possible parce que je ne peux pas nager de nuit 3 heures dans ces conditions, c'est infaisable. Donc, j'ai transformé le défi en j'essaie de nager le plus longtemps possible du lever au coucher de soleil. Tu vois, comme ça, au moins sécurisé sur l'aspect nager de nuit. Ok, bon bah écoute, et en plus là, plus trop de stress aussi, tu vois, au niveau logistique pour les gens qui devaient me passer mes ravitaillements, etc. Parce que ça implique de savoir exactement à quelle heure j'arrive au point A, à quelle heure j'arrive au point B, à quelle heure j'arrive au point C. Donc là, je me suis dit, tant pis, je nage non-stop de telle heure à telle heure et je fais des boucles, des allers-retours. Je reste sur un circuit que je connais. Comme ça, les gens peuvent se relayer. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai nagé, le programme était de partir des Catalans, donc du Cercle des nageurs, d'aller jusqu'au Prophète, et de revenir. C'est un trajet qu'on fait assez régulièrement avec des copains nageurs. Et ça fait un peu moins de 6 km. Je crois que ça fait 5,6, 5,8 km. Selon comment tu nages avec les courants, etc. Donc c'était assez facile, tu vois, pour bien timer les choses, pour qu'à chaque fois j'ai des relais. J'avais un paddle qui devait m'accompagner, donc pour que j'ai le paddle qui puisse m'accompagner où les relais se fassent. Donc voilà, c'était pas l'idée que je voulais de base, mais c'était faisable. Cette idée était plus réalisable au vu des conditions. Donc je dis ok, parfait. Et en fait, pareil, mais vraiment la fenêtre météo n'arrive pas à Hermano. C'est-à-dire que tous les jours, à regarder la météo marine, tous les jours, du vent, de la pluie, des courants. Alors je savais, tu vois, j'attendais pas la mer d'huile parfaite. Mais quand même, juste des conditions faisables, c'est-à-dire ne pas avoir 0,8 ou 1 mètre de vague, quoi. C'est clair. Tu vois. Et donc ça aussi, c'est des choses que je me suis rendu compte, c'est que la plupart de mes amis donc qui m'ont aidé sur ce projet, tu vois, pour m'encourager, me ravitailler, etc., qui avaient envie d'être dispo pour le projet, ils me disaient, mais Sarah, faut que tu nous dises une date. Et je dis, mais je ne peux pas vous dire de date avant 48-24 heures, avant que ça se fasse. Une fenêtre météo, c'est ok, on a la fenêtre, on y va. On n'a pas le choix. C'est un peu comme en trail. C'est comme l'enduroman, c'est comme ceux qui montent l'Everest. Voilà. T'as la fenêtre météo et tu y vas ou tu y vas pas. Et t'en as qui veulent grimper l'Everest, ils restent 3 mois au camp de base parce que ils attendent que ce soit suffisamment safe pour pouvoir y aller, quoi. Exactement. Et ça m'a remis à ma place, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en tant que l'être humain, tu vois, des fois on se prend un peu pour des surhommes dans notre petit monde de confort où on a tout comme on veut en un clic sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et là, ça m'a fait me dire, waouh, alors en fait, on est vraiment tout petit. Là, la mer, la mer, mais c'est elle qui décide, Sarah, c'est pas toi en fait. Tu vois, t'as beau t'entraîner comme une folle depuis 3 mois, t'as beau tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Si la mer, elle est pas d'accord, elle sera pas d'accord. Et fort heureusement, un lundi de début septembre, on a une fenêtre météo. Donc je le vois le vendredi.
Et donc là, je commence à créer le groupe WhatsApp. Je commence à dire à tous les copains, c'est bon, on peut le faire, on peut le faire. Ça part lundi, les conditions sont ok. Donc pareil, là, tu vois, le stress en 2-3 jours de tout organiser, donc de mettre en place les relais, de savoir qui prend quel relais, de préparer tous mes ravitaillements, de contrôler que j'ai bien tout au niveau sécurité. Comme je te dis, toujours une trousse de sécurité avec ta couverture de survie. J'avais des antihistaminiques si jamais on avait des bancs de méduses, parce qu'une piqûre ou deux, ça va, mais si c'est un banc, que tu te prends des œdèmes, c'est pas la même, tu vois. Donc de la vaseline, enfin tous les petits trucs pour les bobos, etc. Tout ça à gérer, tu vois, qui fait partie du projet sportif et aventurier que représentait cette nage du lever au coucher du soleil. Et en fait, tout se dépatouille assez bien. Et le lundi, donc c'était le deuxième lundi de septembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'était il y a 15 jours là maintenant. Enfin, j'ai plus aucune notion pour te dire des dates. J'ai l'impression que c'était il y a 6 mois alors que c'était hier. Le premier lundi de septembre, je peux te dire quand c'était le 1er septembre et avec Jérôme, on était à Le Tilleux. Donc c'était pas celui-là, mais c'était le 8. Non, c'était celui juste après, du coup. C'était la semaine suivante, exactement. Oui, c'est ça. Et donc là, ce lundi-là, ça part. Donc je me mets à l'eau à 7h, 7h30 à peu près. Et le but était de nager jusqu'à 19h30, si possible. Ou tout du moins jusqu'à que mon corps dise stop. Faire le plus de boucles possible. Donc j'avais prévu sur le parcours que je t'ai indiqué, j'avais calculé, ça me faisait faire 6 relais, 6 boucles. Et donc en maillot, et l'eau était à 20 degrés. Voilà. Donc je pars. Les trois premiers tours, je savais que ça allait se faire, tu vois, parce que en soi l'effort, je savais à quoi m'attendre, je savais que j'allais tenir même à cette température, ça me faisait pas spécifiquement peur. Je m'étais entraînée aussi à manger et à boire, donc sur du 6-8 heures. Les 3-4 premières boucles, je savais que ça devait le faire normalement. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, comme sur un marathon à pied, tout peut arriver, hein, mais j'étais assez confiante. Par contre, à partir du relais de 15h30, passé les 6-8 heures, là c'était l'inconnu. Là c'était on prendra chaque minute comme elle vienne et on verra. Et en fait, il s'avère que ça s'est super bien passé en fait. Ça s'est vraiment trop bien passé. J'ai réussi à m'alimenter tout du long, voire même, tu vois, je manquais de nourriture, j'aurais aimé manger plus. J'étais bien, j'ai pas eu de douleur. Donc après, j'ai fait une prépa, une vraie grosse prépa. J'avais 2 séances de renfo d'1h30 par semaine. Donc je m'entraînais, je bornais 30 km semaine j'ai fait 8 semaines spécifiques et avant j'étais en moyenne à 20 bornes semaine, tu vois. J'avais tout optimisé au niveau du sommeil, de l'alimentation, tout était carré vraiment, et ça a payé en fait, ça a vraiment payé. Tu vois, j'ai fait le petit tour chez l'ostéo avant, tout était calculé pour que ça se passe bien et ça a marché. Donc la nage se passe vraiment super bien. J'ai donc des copains qui se relaient sur le paddle pour me faire les ravitaux, et j'ai aussi des copains qui nagent avec moi. Donc à chaque tour j'avais à chaque fois une personne qui se mettait à l'eau et qui nageait avec moi, de manière ultra bienveillante, qui faisait attention de voir si j'allais bien. Et à chaque fois qu'on revenait au cercle pour reprendre les ravitaillements et faire les relais, du monde qui encourage, du monde qui est là, bravo, et ça booste quoi. Et c'était génial. Et je me souviens, c'est vraiment une journée, une très belle journée, limite une journée d'été, tu vois. Il y avait un soleil incroyable, les couleurs étaient magnifiques dans l'eau. Et puis ouais, j'étais avec une team de potes, mais ils étaient géniaux quoi. Ça se sentait, ils me donnaient une énergie, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'adore dans ces défis. Pourquoi je fais ces trucs là, c'est me dépasser avec les autres et créer des moments de vie, tu vois, des souvenirs qu'on va partager ensuite et qu'on va écrire ensemble. On va s'en souvenir toute notre vie de cette journée tous ensemble, tu vois. Et au final, ça se termine plus tôt que prévu. J'arrête de nager à 18h36.
J'ai nagé exactement 11h06. Parce qu'en fait, au bout le dernier tour, c'est Anouchka qui prend le relais. Donc Anouchka Adreux, ma coach et amie qui fait de la swimrun du coup. Et là, je lui dis, Anouche, je commence vraiment à fatiguer. Musculairement, je commence à fatiguer un petit peu. Et surtout, je commence à sentir le froid. Tu vois, on a fait la petite parenthèse en début de podcast. Je connais mon corps, je connais cette sensation. Et je commence à pas être très à l'aise au niveau de mes extrémités. Je commence à être plus très lucide, à avoir des moments de petits blackouts, tu vois, ça dure pas longtemps, mais quelques secondes. Je me rends compte aussi que je commence à dissocier, enfin, mes mouvements sont ce que je demande de faire, ce que mon cerveau demande de faire à mon corps, c'est pas ce que je fais en réalité, tu vois. Je commence à avoir mes bras qui nagent plus comme je devrais nager. Et donc je dis à Anouchka, je dis honnêtement, on va pas repartir pour une boucle, on va pas repartir au Prophète, on va rester à proximité du cercle. Donc on a une digue en fait à côté du cercle. Et je dis on va à la digue et on fait des allers-retours parce qu'au moins si ça va pas, on peut rapidement rentrer. Donc tu vois, même ça en fait, j'avais cette conscience de me dire ok, prudence, et c'est bien de le rappeler à tout le monde, vraiment n'en faites jamais trop, restez sécure surtout dans l'eau, vraiment. Et il arrive un moment où vraiment je commence à avoir froid, où j'arrive plus à m'alimenter en fait aussi, ça fait une bonne demi-heure que j'arrive plus à m'alimenter. Et là je dis non mais faut qu'on rentre. Donc sur le coup un peu déçue de pas avoir tenu, tu vois, jusqu'à 19h30, mais là je sais que je suis allée au bout de ce que je pouvais, et je pense que si on aurait peut-être pu continuer, mais je sais pas à quel prix, tu vois. Parce que si je fais une hypothermie ou si je fais un malaise, quelles sont les conséquences derrière? Tu vois, j'avais pas envie de finir à l'hôpital de la Timone. Ça valait pas le coup, quoi. Donc je pense que je me suis arrêtée au bon moment pour éviter de partir dans une blessure ou dans un risque trop important pour ma santé, tu vois. On saura jamais jusqu'où j'aurais pu aller, mais j'avais pas envie d'aller jusqu'à ce niveau-là. Et donc du coup, je sors de l'eau à 11h06 d'effort. Et environ, alors à la montre, j'ai un peu moins de 35 km. Mais après le GPS Garmin, pour moi, est peut-être un petit peu buggé. Moi, je pense que je suis plus à 34 km, 33-34 km. Ce qui est déjà incroyable. C'est déjà mais du coup... voilà, plus de 30 bornes, ça c'est sûr, mais voilà, on va dire ouais, j'ai quasiment nagé 35 km en 11 heures, quoi. Waouh. Presque 35 bornes, mais c'est un truc de malade. J'adore le long, mais alors en natation, j'ai pas encore passé le cap, hein, franchement. Et en plus, c'est même pas... Enfin, tu vois, il y a quelques années, sur le podcast, on avait Stéphane Leca, qui est maintenant le directeur technique national de la Fédération française de triathlon, mais qui avant était directeur technique national de la Fédération française de natation, mais sur la partie eau libre, et qui est un grand nageur d'eau libre. Il a fait la traversée du lac Saint-Jean, il a fait des trucs de malade. Finalement, tu fais du long, mais tu pars d'un endroit et tu vas à un autre. Tu as un objectif. Là, tu as fait des boucles, quoi. Donc en plus, mentalement, mais c'est un truc de malade. Ouais, c'est pas facile. C'était pas facile parce que forcément, oui, tu te dis à chaque fois que tu reviens au point de départ, tu peux arrêter, quoi. Mais vu qu'on avait tout organisé avec les relais, donc j'avais des copains à chaque fois qui se relayaient sur le paddle et dans l'eau, la journée elle était rythmée, tu vois, et je pouvais pas en fait m'arrêter. Enfin, je m'arrêtais que si je en pouvais plus, mais je pouvais pas juste me dire oh je suis fatiguée, je m'arrête. Bah non, il y a des copains qui ont posé leur journée, il y a des copains qui ont pris 2 heures de leur temps pour venir avec moi. Il y en a qui sont restés plus pour m'aider sur le pont, enfin à me ravitailler. Enfin, bah non, j'allais impossible d'arrêter même en arrivant vers le cercle des nageurs, tu vois, c'est impossible. Non, puis je m'étais trop impliquée et donnée dans cette prépa. Franchement, ça a été une prépa incroyable. J'ai envie de... Tu vois, les prépas marathon à pied, c'est les prépas qui m'ont souvent le plus appris sur moi, sur mon dépassement physique, psychique. Vraiment un peu type thérapie, tu vois. Je dis toujours à des copains, franchement,
si vous voulez vous économiser des séances de psy, faites une prépa marathon. Tu vois. Et là, c'est allé encore plus. Je pensais pas que je pouvais aller encore plus loin dans la découverte de mes limites, de mon corps et de ce que j'étais capable de faire. Et cette prépa et la réalisation de ce défi, c'est encore un step au-dessus, tu vois. Et vraiment, je suis très, très, très fière et très heureuse d'avoir pu réussir à faire ce plan Z, tu vois, parce que c'était pas du tout le plan A. Mais après coup, je me dis, c'est que ça devait aussi se passer comme ça, tu vois. Et c'est pas plus mal que ça soit passé comme ça. Parce que ça m'aura permis de déceler un peu tout ce qui me manquait pour faire les 42 aussi, tu vois. Je me rends compte que clairement, la 10 bornes de plus, c'est énorme. Donc, 10 bornes de plus, c'est à la même température, soit plusieurs mois, voire plusieurs années de travail sur la gestion du froid, soit la combinaison, tu vois, pour tenir, soit nager avec 2 degrés de plus, ça fait quand même la différence. Mais il y a déjà ça, la prépa aussi, même si j'ai fait une bonne prépa, une très belle prépa d'eau libre, clairement, faut rajouter 4 semaines, voire 5 semaines pour un 42 km. Tu vois, donc ça me permet aussi de reconsidérer comment organiser ce projet. Et finalement, si ça avait été les 42 originaires, j'y serais sûrement pas arrivée, tu vois. Et c'est pas grave parce que au fond de moi, je savais que c'était une possibilité de pas y arriver. Mais je suis contente, tu vois, que ça soit fait comme ça. Je pense que tout arrive pour une raison et c'est très beau que ça soit fait de cette manière. Et finalement, ça fait que reporter le projet initial parce que dans l'idée, j'aimerais bien tenter les 42 l'année prochaine, tu vois. Ça reste quand même là. Avant de se projeter sur ce défi-là, donc tu as nagé en mer, dans la Méditerranée et surtout du côté de Marseille qui est un côté très salé. Ça fait quoi de nager pendant 11 heures et des patates, 35 bornes dans la Méditerranée avec le sel? Est-ce que tu as vu des méduses? Est-ce que tu as eu d'autres anecdotes à nous partager, mais aussi bien des bonnes que des moins bonnes, quoi? Alors, très franchement, je m'attendais à avoir beaucoup plus de séquelles, tu vois, physiques, justement, avec le sel. Je sais qu'on gonfle avec le sel. Surtout, tu vois, pendant les 11 heures, j'ai pas du tout enlevé mes lunettes. Donc, je sentais au fur et à mesure que mes lunettes s'enfonçaient de plus en plus. Et je me suis dit, je vais sortir de là, je vais être bouffie, ça va être horrible. Et au final, j'ai pas tant gonflé que ça. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que je me suis beaucoup hydratée. Oui. Pas suffisamment. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Tu vois, j'étais sur 1 litre et demi par boucle de 2 heures. Je pense qu'il faut aller encore plus loin, mais c'est déjà bien. J'ai réussi à maintenir ça. Donc ça m'a aidé, je pense. Le soleil, par contre, tu vois, ça c'est un truc, j'ai nagé en maillot. En fait, tu peux pas te remettre de la crème solaire dans l'eau, tu vois. Donc clairement, j'étais rouge écarlate. Donc ça, c'est vraiment pas un truc que je conseille à faire. Pour la peau, c'est vraiment pas bon. Donc le post a été compliqué sur ça avec les coups de soleil. Et dans l'eau de mer, en soi, j'avais pas de difficulté particulière avec l'eau salée, si ce n'est que tu en ingurgites pas mal. Donc, j'avais peur, en fait, si tu veux, à un moment donné, que ça bloque au niveau digestif en ingérant trop d'eau de mer. Ça a pas été le cas. J'ai pas trop bu la tasse, donc ça allait. Mais par contre, après le défi, j'avais la langue gonflée, comme si j'avais plein d'aft. Mais c'est parti en 24 heures à peu près, tu vois. Et pareil, en fait, il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Puis ça repart, quoi. De quoi ? Un petit whisky, puis ça repart. Ouais, tu vois, un petit coup, puis ça c'est pas mal, ça anesthésie, quoi, la bouche, donc c'est pas mal. Non, mais en vrai, tu vois, je disais, ouais, t'as le avant, la prépa, t'as le pendant, comment tu gères ta course, et t'as aussi le après, en fait, qui est ultra important. Et j'ai bu à outrance, tu vois, pour me réhydrater, parce que j'étais totalement déshydratée. Ça, on s'en est rendu compte aussi avec ma sœur. En fait, j'avais vraiment la peau collée sur les os. C'est-à-dire, tu vois, tu sais que ça, tu pouvais pas le faire. Tu pouvais pas tirer la peau de mon bras, alors que, comme tu vois, ça va, j'ai pas la peau sur les os, quoi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, mais que j'étais vraiment, j'avais perdu de l'eau. J'aurais dû me peser, tu vois, le avant et après pour voir la différence.
Je pense que c'est assez impressionnant, à mon avis, la perte de kilos en termes hydriques, parce que clairement, tu perds quasiment que de l'eau. Hein. Mais ça prouve à quel point tu te déshydrates de fou dans l'eau, tu vois. Et les gens, pareil, quand ils nagent, mine de rien, ils oublient souvent, tu vois, à l'entraînement ou quoi, de s'hydrater. Pensez à boire, parce que vraiment, on perd beaucoup, beaucoup d'eau. Ouais, sur la partie hydratation, ça fait vraiment pas beaucoup, parce que déjà, en triathlon, en course à pied, sur du long, sur du trail, sur du ultra-trail, on te dit minimum 500 millilitres par heure, voire 1 litre par heure. Quand tu me dis 1 litre et demi par 2 heures, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas énorme, je sais, mais tu vois, j'avais testé comme ça à l'entraînement et je voulais pas, on change pas le jour de la course, tu vois. Donc il y avait de l'eau en plus hein, au cercle, mais sur le paddle on mettait pas plus et je buvais pas plus. Pas plus, tu vois. Mais en effet, ça, c'est un axe de travail, d'hydrater encore plus. Parce que, en effet, il aurait fallu boire plus. Très clairement. Voilà. Et après, non, sinon, dans l'eau, franchement, qu'est-ce que j'ai? On a croisé une méduse. Moi, je l'ai pas vue, mais je l'ai sentie, du coup. Parce que je me la suis prise. Mais donc, en soi, je me la suis prise sur la jambe. C'est pas très grave, quoi. Non, sinon, en soi, non, franchement, c'est toujours trop beau. Il y avait plein de poissons, donc moi je me régale à regarder les poissons. Et non, c'était magnifique c'est toujours trop beau. Moi j'adore nager en mer. Je vois ma ville sous un autre œil, tu vois. Voir la ville depuis la mer en nageant, c'est quand même génial. Tu vois, je longe la corniche en fait pendant la journée, pendant que mes collègues ils sont au travail. Donc franchement, il y a pire quoi. Et non, sinon pas de difficultés particulières autres, tu vois, relatifs à l'eau de mer, quoi. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Et au-delà de l'aspect mental, justement, dépassement de soi, aller chercher plus loin, une fois que ça commence à être dur, dépasser tout ça, etc., qu'est-ce que ce défi t'a appris? À part ça, ça m'a appris, comme je te disais, par rapport au fait que j'étais dépendante des éléments naturels, ça m'a appris la patience, ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris à trouver des solutions lorsque je me retrouvais face à des obstacles et à chercher comment les contourner, comment avoir des plans B, des plans C, des plans Z, parce que mine de rien, je voulais aller au bout du projet et qu'en fait, je me rends compte, on trouve toujours une solution, tu vois. Faut pas être fataliste, faut pas être buté et se dire non mais j'avais prévu ça comme ça et pas autrement, donc c'est comme ça ou ça se fera pas. Non, en fait, non. C'est comme je te disais, ça doit pas se faire comme ça. C'est que ça devait pas se faire comme ça. Et c'est à toi d'aller chercher des ressources et trouver des alternatives. Et une alternative, ça, finalement, tu vois, moi j'avais l'impression d'avoir fait mon défi au rabais parce que je me suis dit c'est pas du tout ce que j'avais voulu, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que j'avais projeté, c'est pas ce que j'avais vendu non plus, tu vois, parce que mine de rien, j'en ai parlé autour de moi et je l'ai vendu mon truc, quoi, un petit peu, à mon petit cercle à Marseille. Et du coup, se dire, mais c'est une déception, tu vois, genre, t'arrives même pas à honorer ce que tu veux mettre en œuvre pour toi et ce que tu prétends vouloir faire auprès des autres. Et en fait, je me suis rendu compte, non, pas du tout. Justement, c'est une sacrée preuve d'adaptabilité que de savoir rebondir et trouver des alternatives qui coïncident avec les contraintes que sont la mer, que sont ta vie perso, que sont les contraintes aussi des personnes qui t'entourent et de tout le projet initial, quoi. Donc non, je suis super fière de moi, tu vois, encore plus sur ce plan-là que sur l'aspect physique. C'est vrai que j'ai beaucoup de copains qui sont là à me dire Sarah, c'est incroyable ce que t'as fait, c'est incroyable sur le plan physique. Et moi, je suis toujours là à me dire, mais vous savez, si tu t'entraînes, tu peux y arriver. Vraiment, pas en 1 an, pas en 2 ans, mais c'est réalisable. Par contre, de réussir à se relever, à s'adapter, à rebondir, ça, y a pas tout. Tu vois, même moi, il y a peut-être 2-3 ans, j'en aurais peut-être pas été capable. Et aujourd'hui, je suis super fière de ça. Je suis super fière de m'être accrochée au projet et d'y avoir cru et d'avoir trouvé des solutions pour réaliser quand même ce défi.
Voilà. Tu vois. Écoute, félicitations. J'étais sur ton Strava là, et donc la Garmin te donne 34 930 et c'était le lundi 15 septembre. Donc joyeux anniversaire à ma fille, hein, parce que c'est le jour d'anniversaire de ma fille. Donc je n'oublierai pas cette date, Sarah. Je pourrais en parler, je n'oublierai pas quand est-ce que tu l'as fait. Écoute, c'est excellent. Mais tu l'as dit, tu vas pas t'arrêter là parce que ton défi un peu au rabais qui est pas au rabais, il va quand même falloir que tu ailles jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, dans l'idée, ça serait ça. Donc après, on sait jamais ce qui peut se passer, mais l'idée, ça serait d'essayer de faire les 42. Ça, je dis toujours essayer, d'essayer de faire les 42 l'été prochain. Donc plutôt en juin-juillet, du coup, tu vois. J'apprends de mes erreurs, mais les jours sont plus longs, donc moins de contraintes sur le fait de nager de nuit. Plus de méduses, par contre. Et l'eau est plus chaude un peu aussi. De quoi? Juin-juillet, plus de méduses aussi. Ça veut rien dire. On pourrait en discuter des méduses. Les méduses, c'est les courants qui te les amènent. C'est pas la température de l'eau. Donc non, tu peux avoir des méduses, des bancs de méduses en plein mois de décembre. T'inquiète pas, elles sont là aussi. Ah ben on a vu ça quand on était à Le Tilleux à Stockholm avec notamment les gars de la Kebab League. On a nagé dans des bancs de méduses. Littéralement, on nageait dans les méduses, quoi. Ah là, c'est ça. Donc non, franchement, la température, ça a rien à voir et on peut avoir, je peux avoir des bonnes conditions en juin-juillet aussi. Donc ça serait l'idée, d'essayer de faire les 42 en juin-juillet et cette fois-ci, de sauter le pas du projet initial, c'est-à-dire que là de prendre le temps de s'entourer pour représenter une asso et faire un peu plus de bruit, quoi. Donc sur les réseaux et dans la région et un petit peu plus professionnaliser ça au sens, tu vois, toujours avoir les copains parce que j'adore cet aspect d'aventure humaine. Vraiment, c'est important pour moi dans ces défis. Mais par exemple, tu vois, essayer de trouver un sponsor ou quelqu'un, une entreprise ou même payer un bateau, tu vois, pour par exemple être sûr que au moment où j'ai la fenêtre météo, en fait l'entreprise elle a pas, j'ai les skippers, j'ai le bateau à disposition et je suis pas dépendante des copains et de leur rythme de vie aussi, tu vois. Parce que c'est normal, j'ai des amis formidables qui veulent bien m'aider, mais forcément si on a une fenêtre météo le mercredi et que le mercredi c'est le cours de danse de leur fille ou la réunion ultra importante, ils peuvent pas sortir le bateau, tu vois. Et ça par contre, j'ai pas envie d'être en stress sur ces points-là. Donc je dirais aussi, tu vois, de voir pour un peu plus professionnaliser la logistique, tu vois. Donc ça serait le projet. Écoute, on en reparlera en off. Yes, ça marche. Non, mais ce serait cool. Et puis en plus, l'avantage du bateau aussi, et nous on l'a vu quand on était à Le Tilleux à Stockholm, à notre petite échelle, mais en fait l'avantage du bateau, c'est que tu peux aussi embarquer du monde sur le bateau, des sponsors, des spectateurs, etc. Et le bateau... Si tu fais des boucles, encore plus, mais si tu fais une ligne droite, un peu moins, mais si tu fais des boucles, le bateau, il peut aussi déposer et reprendre des gens. Ça veut dire que les spectateurs, les gens qui sont sur le bateau, qui t'accompagnent ou qui veulent juste venir te voir, te soutenir, ils sont pas obligés de passer la journée sur le bateau. Mais bon, ça, c'est des sujets, j'imagine, auxquels tu as déjà réfléchi. Oui, c'est en cours. Après, c'est à rediscuter du parcours, voir si je repars sur le parcours originaire ou si je fais, comme tu dis, une ligne droite ou si je refais des boucles. Je sais pas trop encore ça. Je m'en occuperai, tu vois, en début d'année, en janvier 2026. Là, à la fin d'année, je lâche un peu tout ça. Je veux juste kiffer, faire du sport plaisir. J'ai aussi un petit marathon pour 2026 à pied, donc voilà, il y aura le marathon à pied et le marathon en eau libre. Ça sera des beaux projets pour 2026 et pour préparer la suite. On l'espère avec l'Enduroman dans 2, 3 ou 4 ans. Excellent, excellent. Et puis c'est marrant parce que je suis toujours sur ton Strava et on voit que 2 jours après, t'es reparti courir, quoi. Donc effectivement, t'es insatiable. Ouais, je vais faire un petit footing. Mais je te disais que tu te remets vraiment très très vite Tu te remets vraiment très très vite au niveau physique. Je conseille pas forcément de faire ça parce que comme je te disais, au niveau nerveux, par contre, j'ai été bien impactée là aussi, tu vois. Mais en fait, tu vois, pour te dire, après la course, ça a été très bizarre. J'ai eu une énergie folle. C'est-à-dire que dis-toi, le soir même, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit et la semaine qui a suivi, j'avais une énergie débordante.
Et j'ai eu le down la semaine dernière, tu vois, la semaine d'après. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour, 2 jours après, aller dans les calanques, courir avec mon chien. Écoute, promener le chien, comme je dis. Ça fait partie aussi du défi. Enfin, tu l'as dit, hein, c'est gérer l'avant, gérer le pendant et puis gérer l'après. Hein. Moi, j'ai cette image de l'Everest parce qu'on parle souvent de elle a gravi l'Everest. Ok, mais gravir l'Everest, ça veut dire aussi le redescendre. C'est pas juste en chier pour le monter. C'est clair. Mais après, il faut redescendre. Il faut redescendre de façon intègre si tu veux valider la performance entre guillemets. Et dans tout défi, c'est pareil. Il y a la préparation, donc l'avant. Il y a le défi, le pendant, et puis il y a l'après. Il faut savoir le gérer, et c'est souvent là que le bas blesse. C'est vrai, t'as totalement raison, et c'est là que c'est très important de l'anticiper, tu vois, et déjà de prévoir cette descente, et dans le cas d'une course, le après, quoi. Non, c'est vrai, totalement. Et puis de préparer ses proches aussi à l'anticiper, parce que c'est aussi souvent dur pour eux. Souvent ils te disent bon bah voilà, c'est bon, t'as fait ton défi, maintenant tu nous lâches, on reprend une vie normale. Non mais la vie normale tu peux pas la reprendre tout de suite, quoi. Non, t'as besoin de redescendre. Écoute Sarah, on arrive doucement à la fin, presque 1h30, on est pas mal. Allez, le podcast s'appelle Devenir triathlète, je vais quand même te poser la question. Toi, à ton avis, au regard de toute cette expérience, surtout en nage, mais tu as aussi fait quelques triathlons, on s'est pas attardé là-dessus, mais à ton avis, comment est-ce qu'on peut devenir triathlète, qu'on soit avant coureur, cycliste ou nageur, nageuse? Je pense que dès lors qu'on maîtrise déjà un des sports et qu'on aime être dehors, ça c'est bête mais c'est des sports d'extérieur, à partir du moment où t'aimes être dehors et où t'en as déjà un, et pour peu que tu touches un peu à un second, moi je trouve que c'est bête de pas tenter l'expérience d'essayer les 3, ouais. Tu vois, jamais 203, c'est pas pour rien. Et franchement c'est un sport c'est un sport tellement enrichissant, ludique, qui va te permettre dans chaque discipline de t'améliorer dans les autres disciplines. C'est tous les jours, aucun jour se ressemble, tu vois. Je trouve ça génial de pouvoir varier ta pratique. Moi, je suis une personne qui adore découvrir, qui adore faire plein de choses. Comme je dis souvent, je suis bonne en rien, mais touche à tout, tu vois. Et le triathlon, quand t'es curieux et que t'aimes bien toujours apprendre plus, c'est le sport, je pense, assez idéal, parce que avec les 3 disciplines, tu peux jamais t'ennuyer. Tu peux toujours progresser, encore plus que dans une seule discipline, et tu ne peux jamais t'ennuyer. Écoute, je valide la réponse. Sarah, pour finir, et pour reparler un petit peu communication, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on t'envoie des likes, éventuellement, qu'on dit l'année prochaine, je serai à Marseille pendant l'été, je veux bien venir t'aider. Ou je suis une entreprise, j'ai du pognon et je voudrais investir sur toi. Il va falloir que moi aussi, je commence un peu à m'y attarder, mais donc je suis sur Instagram, il faut que j'ouvre mon profil, ça serait bien, sous mon nom Sarah Malège. Vous pouvez me retrouver sur Insta. Et également pour tout ce qui est vraiment performance, on va dire sportive, il y a le Strava, donc avec mon nom aussi, Sarah Malège, voilà. Et n'hésitez pas sinon à me contacter directement sur Insta. Je répondrai en DM avec plaisir. Ouais, de toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Sarah, de ton temps, de cette patate, cette énergie, cette transmission de plein de bonnes choses. Je te remercie vraiment beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Tu vas nager là ce midi? T'enchaînes? Ouais, je pense que là, je vais y aller avant de retourner au bureau. Bon, écoute, tu feras un bisou à Jérôme aussi, si tu le croises. Oui. Merci encore, et puis à l'année prochaine du coup. Oui, merci à toi Hermano, et oui, à très vite. Ciao. Ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!